Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André. Aujourd'hui on va partager avec vous une super interview avec Lionel Capouillet qui a notamment mixé tout de Stromae, il a fait Big Flo et Oli, MHD, Maître Gims, Boulevard Désert et plein d'autres choses superbes. On a eu une longue conversation avec lui, enfin Gérald a eu une longue conversation avec lui. Ce privilège. Et Lionel partage avec vous plein de choses super intéressantes. Donc si ça vous intéresse de savoir comment se passe le processus, la vie d'un mixeur à ce niveau-là, bah voilà, restez avec nous et sans plus attendre, on attaque dans l'interview. C'est parti. Salut Lio, merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation, c'est super cool. Alors je vais d'abord, avant de commencer un petit peu la conversation, je vais d'abord dire que je suis super content de t'avoir parce que t'es quelqu'un qui représente à peu près tout ce que je rêverais d'être un jour quand je serai grand. Je trouve que t'as énormément de talent, et ça déjà je dois te le dire, je suis jaloux déjà de base. Merci. Maintenant je sais bien que le talent fait pas tout, qu'il y a sûrement énormément de travail derrière, en fait, ça, on va en discuter. Et aussi, que tu es un mec qui est super cool, super ouvert, la preuve c'est que tu es venu, qui est super gentil, qui partage beaucoup, et ça je trouve vraiment important dans notre métier, donc je suis vraiment super content de t'avoir. Ça c'était juste pour le côté sympathique de la chose. Est-ce que tu saurais un petit peu nous expliquer un petit peu ton parcours, peut-être chiffrer ça aussi, faire une espèce de ligne du temps, on va dire entre le moment où qui a commencé où tout d'un coup tu te dis mais c'est cool la musique, le son, ça m'intéresse, et jusqu'à hier où tu t'es retrouvé à mixer devant 60 000 personnes, plus ou moins, si tu veux nous faire un petit résumé de ce parcours. Oui, je peux faire ça. Déjà, je veux vous dire merci pour l'invitation, parce que c'est super cool. Enfin, voilà, ça me fait très plaisir aussi. Et effectivement, pouvoir partager des choses avec les autres collègues, c'est vraiment un truc très important, je trouve. Ah, cool. On apprend énormément en discutant avec les autres. Il suffit d'un petit trick, un petit truc comme ça qu'on connaît pas, que l'autre nous explique. On le prend pas, mais ça vaut le coup. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, donc je suis super content d'être là. Merci, pour pouvoir faire ça. Ça fait plaisir. Et alors, mon parcours, moi, ça a commencé quand j'avais 16 ans. Ah ouais. Mon père a acheté un ordinateur. Ok. Parce que je faisais des études de travaux de bureau à l'école. Donc il a acheté un ordinateur et il s'est dit tiens, moi je dois postuler au conservatoire de Bruxelles, je pense, pour bosser. Ouais. Ils vont me faire mes papiers, mes Word, mes lettres, voilà, comme ils font du secrétariat, parce que avec ma sœur on faisait ça. Et donc il a pris l'ordinateur et j'ai un pote qui m'a donné une petite disquette avec un petit programme dessus, qui m'a dit tiens regarde, ça c'est un petit programme pour faire de la musique. Ouais. Il dit je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on peut faire de la musique avec. Et j'ai lancé ce petit programme qui s'appelle Fast Tracker, qui fonctionne sous DOS à l'époque. Et en 2 jours, j'avais composé ma première chanson, House. Ok. J'ai fait écouter à mon pote, il m'a fait « Non, t'as réussi à faire ça ?» Je dis « Ben ouais, c'est génial ce truc !» Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ok, là, j'ai trouvé ma voie. » Bon, tu me parles de disquette, donc là on doit être plus ou moins en 2005, 2006. En 95, 96. Ah oui, c'est ça, ouais. 95, 96, hein, pour nos amis français. Ok, donc là tu te dis, je vais me lancer là-dedans. Donc tu fais de la zik, tu commences en faisant... Oui, moi j'étais musicien classique à la base. J'ai fait de la trompette et du solfège et un peu de piano. C'est ça, donc t'as un vrai background de vrai musicien. Ouais, mais classique, vraiment hyper classique. Okay. Et puis à 16 ans, j'ai découvert la house, la trance, et j'ai adoré. T'es parti là-dedans. C'est ça, et puis la composition a commencé, et puis voilà, j'ai voulu faire l'IAD. À l'époque, j'ai raté l'examen d'entrée. C'est assez marrant parce que, enfin, pour la petite parenthèse, l'IAD est une école d'ingé son, enfin, qui est une école de cinéma avec une section son qu'on a ici en Belgique, que moi j'ai faite aussi, enfin, que moi j'ai faite du coup. Ouais. Voilà. Et que t'as réussi. Voilà, et donc ce qui est très marrant pour l'anecdote, c'est que toi maintenant tu es jury, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, et maintenant tu y donnes cours. Et je suis prof là-bas, ça, officiellement. C'est super, ça on aura l'occasion peut-être d'en discuter un peu plus après, mais donc t'arrives, donc là tu dois avoir plus ou moins 18 ans, tu passes l'examen d'entrée, tu dis je vais faire ça comme études supérieures. Exactement. L'examen d'entrée ça se passe pas, du coup qu'est-ce que tu fais? Du coup, j'ai trouvé une école à Waterloo qui faisait formation au métier du son pendant 3 mois. Ça s'appelait le Stella Studio. Et 2 heures par jour, 5 jours par semaine, on était devant une table de mixage. Et on nous apprenait les techniques de mixage, on nous a appris l'enregistrement, on nous a appris la soudure, on nous a appris plein de choses. Voilà. Moi, une fois que j'ai fini ces 3 mois, les gars m'ont dit « T'es plutôt doué ». Je fais « Cool ». Donc, tous les élèves ont repris une session de 3 mois, et moi je suis parti. Je suis parti comme ça. J'ai continué à composer. Après, la boîte de nuit cherchait des artistes à produire. Et moi j'ai envoyé des chansons que j'avais composées, je leur ai dit, tiens, en plus je suis diplômé d'une école de son. Voilà, donc je connais le Pro Tools, je connais les techniques d'enregistrement, et donc le patron m'appelle et il me dit, on cherche quelqu'un comme toi.
Ouais. C'est génial, donc je fonce là-bas. Et j'ai bossé là-bas pendant 3 ans et j'ai rencontré plein d'ingé-sons, notamment l'ingé-son qui a mixé Lara Fabian, par exemple, les premiers albums, qui m'a appris des trucs, qui m'a appris à fabriquer des DSR à partir de compresseurs et d'EQ, je veux dire, des choses comme ça. Il m'a appris plein de choses, des petits tricks à gauche, à droite. J'ai appris à me servir d'une Dynamic Mozart aussi. Tous les préamplis qu'on avait au studio, tous les effets, parce que là on mixait tout en analogique, vraiment. On recordait sur Pro Tools, mais tous les mix se faisaient à 100% sur la console. Voilà, et puis le studio a fait faillite. Et là, parce que moi je te coupe, et donc là t'es rentré comme assistant pas du tout, il n'y avait pas d'ingé son du tout. Ah donc directement, boum. Donc ils m'ont dit, voilà, tu continues à composer comme tu faisais d'habitude, et quand on a des sessions, c'est toi qui rec. Ok, cool. Voilà, donc moi je me suis fait la main là-dessus. Parfait. J'ai même fait des pubs. Allez, pour eux. Bon, voilà. C'était assez drôle. Et puis le studio a fait faillite. Moi j'ai eu un arrangement avec la Curatel, j'ai réussi à racheter tout le matériel en m'endettant pour 5 ans. J'ai bossé à mi-temps dans un cash converters à Bruxelles et je continue à bosser au studio. Et au bout de 3 ans chez Cash Converters, on était à 2 ingé-sons au studio. Et le patron de ce studio-là, en fait, a viré la deuxième personne. Donc, je suis resté tout seul aux commandes. Donc, j'ai arrêté de bosser chez Cash Converters et j'ai repris le studio vraiment à moi tout seul. Qui est maintenant ton studio actuel, qui est mon studio, parce que finalement, après ça, j'ai bossé pendant 7 ans avec le patron, qui a fini par me virer. Ok. Super. Le problème, c'est que les clients m'aimaient beaucoup, aimaient beaucoup ma façon de travailler. Donc, les clients sont tous partis. Ils se sont mis dans le rouge. En plus, tout le matériel que j'avais racheté était au studio. Moi, j'ai tout repris. Bah oui. Ils se sont mis dans le rouge parce qu'ils ont tout racheté. Donc, plus d'argent, plus de clients. C'est la Bérésina. Et donc, moi, je suis revenu chez lui lui rendre les clés au bout de 3 mois. Et j'ai fait bluff. Si jamais tu revends, moi, je suis preneur. Il fait oui, je revends. Donc là, j'ai foncé chez un pote qui est directeur de banque. J'ai fait, voilà, écoute le projet, je veux racheter le studio. Heureusement, j'avais déjà fait Alors on danse à l'époque, avec Stromae. Donc, j'avais déjà un petit nom. Enfin, en tout cas, on savait que ça pouvait aider. Et donc, le banquier m'a suivi, il m'a dit, OK, je marche. Et ce qui fait le studio R maintenant. Et ce qui fait que j'ai racheté le studio et j'y suis là depuis presque 12 ans maintenant. Oh ouais, ok, super. C'est quand même pas mal. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Moi j'aime beaucoup ce parcours parce que ce qu'il y a là-dedans, déjà il y a ce côté, pour finir, tu n'as pas fait d'école et quelque part tant mieux, j'ai l'impression. Donc quelque part c'est bien qu'il soit passé à côté de toi, j'ai envie de dire. Et on voit que ce côté, en fait, quand on veut, en bossant et en voulant vraiment, on peut y arriver. C'est une forme d'exemple. Pour c'est une forme de motivation. Plein d'agressions. Et moi de plus en plus, je crois aussi beaucoup vraiment dans le fait de travailler, de se former. À mon avis, ça n'a pas dû être facile tout le temps. Non, des claques aussi. Voilà, mais voilà. Et donc ça rejoint bien ce que je disais au début. Donc le talent, c'est bien, mais derrière, il y a quand même du boulot, il y a une histoire, et ça s'est pas fait tout seul. Quoi. Et alors du coup, actuellement, tu es fort connu pour tes mix, mais tu fais aussi de l'enregistrement de la prod. Toi, personnellement, tu te sens plus mixeur ou plus... un peu des deux, ingé son de façon globale, ou il y a un truc que tu préfères dans les deux? Moi, je me sens vraiment mixeur. J'ai fait beaucoup de prises de voix à l'époque, j'ai fait beaucoup de publicité aussi, radio, donc on a fait beaucoup de prises de voix, et c'est quand même très formateur, parce qu'il faut être efficace, il faut être rapide, il faut optimiser, une pub de 15 secondes, et alors que le gars a enregistré 20 secondes de voix, il y a un moment donné, il faut arriver à optimiser, à rentrer tout le truc. Donc c'est hyper formateur, mais maintenant, effectivement, je fais que du mix. C'est vraiment quand j'ai pas le choix et qu'on me dit, voilà, l'artiste veut enregistrer chez toi, il fait toutes les voix chez toi, et après tu fais tout le mix, à ce moment-là, oui, je fais toutes les voix avec lui, ça c'est chouette. Donc oui, tu te sens vraiment mixeur. Après, quelque part, maintenant, quand on pense à toi, t'es un peu spécialisé comme mixeur, et un peu tout ce qui est pop et radio, je veux dire, c'est un peu ta spécialité d'une certaine façon. Tu trouves que c'est bien d'avoir une spécialité, ou c'est un peu... non, c'est cool d'avoir une spécialité parce que tu as quand même beaucoup de gens qui te contactent même sans te connaître. C'est-à-dire qu'on leur a dit, tiens, va chez lui, il a fait tel truc ou tel truc, il est spécialisé dans ce style de musique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'appellent grâce à ça. Le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il y a d'autres styles avec lesquels j'aimerais travailler et les gens ne viennent absolument pas parce que pour eux, je ne suis pas du tout un mixeur de ce style de musique. C'est le revers de la médaille. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est hit radio, on va penser à moi, souvent. Par contre, pour faire de la pop rock ou rock vraiment, des trucs que je kiffe des fois quand même bien, sûr, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas. Bon, voilà, on lance un truc. Donc, s'il y a des gens qui font du rock, pop rock, des trucs qui envoient un peu, ils veulent un super mix, vous savez, qui contacter. Alors, d'abord, pour toi, à quel point c'est important? Parce qu'il y a, forcément, avec l'évolution du temps, il y a tout l'aspect matos. On sait tous que c'est important.
je sais pas si tu es comme moi, mais moi j'ai un certain goût à trop peut-être aimer le matos. Mais est-ce que pour toi, le matos, c'est important et jusqu'à quel point? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je trouve qu'aujourd'hui, le matos est très important à la prise. Okay. Vraiment, spécifiquement à la prise, parce que c'est là que ça permet de colorer le son, de donner la direction, je trouve, du mix. Ça permet vraiment d'avoir une très bonne base. Par après, pour le mixage, c'est toujours un plus d'avoir du son, il n'y a rien à faire. Ouais. Je veux dire, passer par une console analogique, faire de la sommation sur de l'analogique, passer par des compresseurs analogiques, c'est toujours mieux. Ouais. Ce sera toujours mieux, on peut rien y faire. Ouais. Mais in the box, c'est tellement pratique. Et aujourd'hui, ça sonne vraiment, vraiment bien quand même. C'est ça. Il y a moyen de donner des chaleurs un peu analogiques, de donner un truc genre, de donner 2 mix qui ont été faits en analogique et un in the box à quelqu'un et lui demander lequel est analogique, il ne pourra pas le dire d'office. Il y a 10-15 ans, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. C'est ça. Donc voilà, donc c'est intéressant quand même. C'est sûr que, comme tu dis, ce sera toujours mieux. Mais est-ce que ce bénéfice de quelques pourcents se justifie par rapport à tout le reste? Ça me fait penser à un autre truc. Tiens, toi, en tant que mixeur, du coup, tu aimes bien quand on voit des choses qui ont été enregistrées. Du coup, il y a déjà de l'intention qui a été mise dedans, de la couleur. Limite, moins t'as à faire et mieux c'est, d'une certaine façon. J'entends beaucoup de mixeurs qui disent, parfois, j'ai reçu des pistes venant d'un producteur, tu vois, qui travaille super bien. Et limite, j'ai presque rien à faire. Ouais. Est-ce que toi, tu kiffes quand même d'avoir un peu une marge de manœuvre et quand même pouvoir amener quelque chose? Enfin, il faut que ce soit déjà produit, mais jusqu'à quel point tu as envie de pouvoir mettre ta patte dans le truc, en fait? Oui. J'ai envie de dire, ça dépend des morceaux. Et effectivement, il y a des producteurs qui, aujourd'hui, travaillent excessivement bien, qui envoient des mises à plat. Eux, ils appellent ça des mises à plat. Pour moi, c'est un mix. C'est un mix, ouais. Et ils me disent, voilà, on veut ça, mais en mieux. Et en fait, on n'arrive pas à améliorer ça. C'est juste qu'il faut prendre une autre direction, un peu différente, se rapprocher de ce qu'il a fait, mais quand même garder la ligne vraiment que lui a écrite, sûr, et essayer d'améliorer, peut-être élargir un peu la stéréo, éclaircir un petit peu, peut-être ajouter des effets à gauche à droite pour donner une autre dimension ou salir certaines choses qui étaient trop propres. Moi, j'aime beaucoup faire ça, vraiment finaliser un mix, c'est-à-dire que tout est là. Effectivement, ça demande moins de boulot dans la longueur parce que, effectivement, en 4 ou 5 heures, on a fini là où on voulait arriver, au lieu de 8 ou 10 par exemple pour d'autres morceaux. Mais par après, on envoie la V1 à la personne par internet, il écoute, il revient, il fait « Tiens, je voudrais modifier ça, je voudrais modifier ça ». On se rend compte que la prise de voix n'était pas optimale, tiens, on l'a changé, il faudra refaire la voix. Et donc au final, on se retrouve quand même à bosser 9 ou 10 heures sur le morceau. Après, il y a la demande des stems aussi, il y a la sortie des masters, instru, ACAP, PBO, il y a tout ça. Et donc, sur un mix que tu pars en te disant « il va me prendre que 5 heures », t'as quand même bossé 10 heures dessus au final. C'est ta moyenne en fait, parce qu'il y a des gens qui mettent, je sais qu'ils mettent beaucoup de temps, il y a des gens qui mixent beaucoup plus vite. Je suppose que tu as un template de base, enfin peut-être pas. Ah ouais, tu pars de zéro à chaque fois. Je pars de zéro à chaque fois. Ok, c'est cool. Et les gens t'envoient, tu as des exigences sur ce que tu demandes, par exemple, ça doit être des waves d'office consolidés, ou s'ils travaillent, enfin je sais pas sur quel DAW tu travailles. Moi je suis sur Pro Tools. Donc si des gens ont fait ça dans une session Pro Tools, tu préfères qu'ils t'envoient la session ou non, je préfère recevoir les fichiers Wave. Comme ça a été propre. Déjà avec le traitement aussi. Ah ouais, ok. Parce que les producteurs, je le répète, ils sont vraiment bons aujourd'hui la plupart du temps. Donc quand ils ont choisi une reverb sur une caisse claire, elle est bien cette reverb. D'accord. Pourquoi aller vouloir changer et dire non, ta reverb elle est nulle, moi je vais mettre la mienne, ce sera mieux. Non, elle est bien. Ok. Donc voilà, moi je demande les deux. Et si lui me dit ouais, non, mais c'est une reverb que j'ai mis vite fait comme ça, on les connaît, les vite fait comme ça, ils ont passé 6 heures dessus. Oui, c'est ça. Mais voilà, ils ont fait vite fait comme ça. À ce moment-là, je leur dis, écoute, donne-moi les pistes traitées et donne-moi les pistes non traitées. Et moi je pars de ce que je sens le mieux. Ouais. Okay. Et si jamais j'ai un problème avec ta caisse claire ou à ta reverb, eh bien à ce moment-là, je prendrai la piste non traitée, je la mettrai dedans et je la referai comme il faut. Okay. Mais moi, je préfère vraiment partir de là où ils se sont arrêtés, en fait. Je prends le relais là où ils s'arrêtent. Voilà, et tu demandes un truc qui est déjà quand même un peu classé, labellisé, tu as un espèce de protocole, comme ça, toi, tu arrives et tu gagnes même pas, en fait. Non, je dis ça, c'est juste dans ce moi, s'il me dit, voilà, la piste, elle s'appelle kick, elle s'appelle grosse caisse, elle s'appelle... Je m'en fous, je sais que c'est un gros kick. Voilà. Et de toute façon, je vais quand même les écouter une par une pour voir ce qui est, pour faire mon classement en moi. Okay. Je vais refaire les gains aussi, beaucoup. Parce que souvent, quand on reçoit les fichiers, les gains sont genre à moins 18, moins 20, moins 22. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de tout faire aux alentours de moins 3, moins 4. Ah ouais. Et donc, je pousse tous les gains dans Pro Tools. Et alors, les faders, je les diminue du gain que j'ai monté. Okay. Et comme ça, je me retrouve avec le même équilibre, mais avec des vrais gains. Et visuellement aussi, c'est plus pratique d'avoir des gains poussés. Parce que, c'est pas bête. Ouais. Parce que on voit ce qui se passe, quoi. Parce que les petites pistes où on te voit juste comme ça, et puis tu lis, tu fais « Ah, c'est un hi-hat. Ah, d'accord. »
Bon, c'est embêtant. Je vois exactement ce là, que tu veux dire. Là, je sais où je peux couper à ce moment-là. Et là, je viens d'apprendre un truc. Merci, c'est gentil. plaisir. J'ai jamais poussé c'est le processus du gain staging, je l'ai jamais poussé dans ce... Mais c'était une très bonne façon de faire. Je fais ça sur toutes mes sessions dès le départ. Ouais. Et vraiment, tu gardes le même équilibre et tu as un bon gain pour rentrer dedans. C'est vraiment pratique. Tu évites après de devoir chipoter en cours de route, tu as une base propre et après tu es parti, tu traces. Ouais. Cool. Du coup, comme on est un peu dans le matos, juste un petit truc à toi, est-ce qu'il y a un plugin ultime, c'est ton plugin préféré ou toi tu t'en fous et tu changes régulièrement, ou tu as vraiment le plugin, tu sais pas Allez, tu pars sur une île déserte, ce qui serait débile de partir avec un plugin, on est d'accord. On est d'accord, elle est un peu con ma question, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as un plugin ultime que tu utilises tout le temps, ou même en fonction de certains instruments, et une pièce de hardware quelconque dont tu ne saurais pas te passer? Pièce de hardware dont je ne pourrais pas me passer. Du coup, dans ton cas, c'est plus à la prise de son en réalité, parce que tu mixes peu avec... Déjà, une bonne écoute. Ça, c'est une très bonne réponse. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Ouais. S'il fallait qu'une seule chose, c'est ça. D'office, c'est la base. C'est une bonne écoute. Et alors, dans les plugins, celui que je prendrais, j'hésite. Ce serait un Wave de toute façon. Soit c'est le CLA76, soit le CLA2. Ah ouais, ok. Ce sont les deux que j'utilise le plus. D'accord. Mais vraiment, dans toutes mes sessions, ils y sont tout le temps. Tu kiffes la compression ou quoi Oui, mais parce que j'en ai besoin, donc je trouve qu'ils compressent vraiment bien. Okay. Faut pas se faire avoir avec le petit up de niveau quand tu le branches, parce que tu vois, il y a un petit taux. Ça sonne mieux. C'est ça, donc ça, il faut bien penser à le remettre à zéro comme il faut. C'est un bon type. Voilà, et alors, s'il faut en prendre, j'en prendrais plutôt 5 quand même. Donc il y a le CLA76, Je veux tous tes trucs, moi comme ça. Moi, je t'ai dit, je veux devenir toi, donc... Ah bah dis donc, il va falloir prendre du poids alors. Ça va. Donc CLA76, CLA2, le Brainworks hybride V2. Ouais. Celui-là, je l'utilise tout le temps. D'accord. Sur toutes mes sessions, c'est vraiment mon plugin de base pour les EQ. C'est vraiment, j'utilise que celui-là quasi. SPL Iron de chez Brainworks aussi. Ok. Celui-là en sortie de master, c'est absolument fabuleux. D'accord. Ça rajoute un truc terrible. Il y a Softtube, l'équaliseur actif. Je connais un peu moins. Ça, j'aime bien le mettre sur les bus master, bus de batterie, juste pour éclaircir un petit peu. C'est juste, c'est terrible. Ok. Voilà, ce sont vraiment les principaux que j'utilise systématiquement, ça marche vraiment bien. Ça. Donc globalement, tu travailles chez les classiques, quoi. C'est ça. En fait, je n'ai pas de template, mais j'utilise quand même tous les plugins, tous les mêmes plugins, et j'utilise la même façon de travailler. C'est juste que je n'ai pas un template tout fait. Je repars de zéro à chaque fois. T'as juste pas pris le temps. Parce que tu sens pas ça te permet de mieux sentir peut-être les pistes. Oui, c'est ça, parce que tu es obligé d'écouter toutes les pistes pour voir ce qu'il y a dedans, et déjà, c'est déjà un travail d'analyse. Ouais, c'est ça. Je trouve ça pas mal. Ouais, ça a du sens, complètement. Et donc, du coup, en tant que mixeur, on en a déjà un peu parlé, mais donc, toi, tu es in the box, tu disais le hardware, c'est un plus, si tu as moyen, mais tu n'as aucun souci de fait de travailler in the box. Surtout comme on sait bien que tu as une grosse carrière, tu es toujours un peu sur les routes à gauche, à droite, je suppose que les in the box, ça te permet plus de flexibilité. Ça me sauve la vie. Donc tu travailles globalement plus in the box que sur hardware. En fait, la vraie différence entre les deux, c'est toi et le travail que tu fais, c'est surtout ça qui compte en fait. Exactement. Ok. Donc in the box c'est cool. Moi ça marche très bien. Et du coup, ça t'arrive même en tournée ou quoi de mixer. T'es dans le tourbus, imaginons, tu dois mixer un truc, tu prends un laptop et un casque alors et c'est parti, ou tu préfères quand même avoir une base plus dans un studio, une acoustique un minimum contrôlée Moi de base, j'essaie toujours de faire, je n'essaie pas, je fais toujours le mix dans le studio. Et quand je suis en tournée, c'est uniquement les modifications. Parce qu'effectivement, une caisse claire plus fort, une voix un peu plus forte, diminue un peu la reverb. J'ai pas besoin d'un environnement acoustique contrôlé pour ça. Je veux dire, au casque, c'est tout à fait gérable. Surtout que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai entendu au studio. Faire des mix complets au casque ou en tournée, ça j'évite vraiment. Je l'ai fait récemment pour 2 artistes parce que je savais que les producteurs qui m'avaient envoyé les fichiers, j'avais déjà travaillé pour eux sur une partie de l'album, donc je savais que ce qui m'amenait était vraiment d'une qualité absolument fabuleuse. Et donc là, je me suis dit oui, au casque, ça ira, il n'y a pas de problème. Voilà. Eux, je me suis permis de le faire. Je les ai prévenus, en plus, ils le savaient, donc c'est même pas comme si je le cachais. Mais c'est pas... Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est plutôt quand même au studio. C'est ça. Tu travailles quoi comme écoute au studio? Il y a une écoute que tu aimes en particulier? Oui, moi j'ai les Adam audio, les S7.
A7X. Ah, les mêmes, celle-là. Oui, non, ça c'est les A7. Mais moi j'ai les X, je me rappelle plus pour ça, je savais qu'il y avait celle-là. Les A7X que j'aime beaucoup, vraiment, je travaille beaucoup avec. Et alors moi j'ai des phares audio qui ont été fabriqués sur mesure pour moi par le fabricant. Pour ta régie, C'est parce qu'à l'époque ils faisaient de l'acoustique aussi. Et j'avais un petit souci d'acoustique au studio quand je l'ai racheté. Et quand je suis parti en tournée avec Stromae, j'étais pas beaucoup au studio, donc j'en ai profité en disant, voilà, refais, si tu pouvais faire l'acoustique, ça m'arrangerait. Comme je suis pas là, en plus, t'as le temps de bosser comme tu veux. Ouais. Et voilà. Et donc il a vu, j'avais des JBL à l'époque, des très gros JBL, vraiment énormes. Et il les a vus, et puis il a fait, t'aimes bien ton écoute? Je fais, pas du tout. Okay. Ils étaient là quand j'ai acheté le studio, donc il me dit, tu sais que je fabrique des écoutes, moi. Je fais, oui, je sais. Il fait, je t'en fais des sur-mesures comme cela, mais mieux. Je fais chiche. Il fait oui, je te jure. Et si j'aime pas, il fait j'aurais perdu du temps, mais je pense que ça va te plaire. Et effectivement, il est venu les installer au studio et on a allumé et j'ai fait waouh. C'était excellent. En plus, à l'époque, on tournait avec du Meyer en live. Donc c'était une période où je revenais du live et Meyer, c'est du Léo, c'est quand même un truc très puissant. Genre, il y a du sub, il y a. T'avais besoin que ça envoie. C'est ça. Et en fait, quand j'ai ouvert mes morceaux de référence que j'aime écouter, je les ai écoutés dessus et j'ai fait waouh, j'ai l'impression d'être en live. C'est génial, j'avais la même sensation. Et donc on a un peu travaillé dessus pour avoir de meilleurs aigus, une meilleure phase à ce niveau-là. Mais vraiment, moi je suis ravi. Et je bosse, je pense, 60 à 70% du mix sur les grosses écoutes. Et puis je termine sur la A7X. Et après j'ai des petits caches encore pour affiner. Ah oui, le truc d'écoute. C'est ça. Et puis des trucs pourris de quand j'étais jeune. Et tu fais l'écoute classique dans la voiture un peu ou pas? Non, ça je fais pas. Moi, quand je prends la voiture, c'est pour rentrer à la maison. Alors le boulot est fini, le boulot est fini. T'as raison, je comprends. Et du coup, elles sont vraiment custom, c'est-à-dire que personne ne peut acheter les... Enfin, il les avait fait sur mesure. Il peut les refaire pour d'autres personnes, c'est pas un souci. Mais vraiment, il les a fait pour moi à la base. C'est ça, ok. Ouais. Personne ne peut rentrer dans un magasin maintenant et dire je veux... Oui, c'est ça, voilà, c'est plus difficile. Non mais voilà, c'est cool. Maintenant, en tant que mixeur, quand tu commences un morceau, quand tu mixes un morceau, c'est quoi pour toi l'élément qui est important? Est-ce qu'il y a une espèce de processus par lequel tu commences ou tu te laisses guider en fonction du feeling du morceau, de ce qui est dedans? La plupart du temps, moi, c'est le grand classique, c'est comme en live, je commence par la grosse caisse. Ah ouais, ok. Vraiment, parce que comme j'ai des énormes écoutes, elles descendent à 25 Hz de manière très précise. J'entends tout de suite un peu... Ça me permet de prendre la température, en fait, pour le reste du mix, de me dire, tiens, il a été beaucoup trop généreux dans le bas, le producteur, ça veut dire que tout le reste va être un peu trop pareil, comme ça, donc ça me permet un peu d'affiner, et donc voilà, donc je commence grosse caisse claire, le grand classique, je fais toute la drum, une fois que j'ai fait la drum, je la mute, je m'occupe de tout ce qui est basse, comme ça, après je rallume un peu la grosse caisse et la basse pour voir ce que je peux faire, genre sidechain, tout ça, les grands classiques, après je coupe la basse, et puis je m'occupe que de l'instru, uniquement, je travaille tout dessus, et après je rouvre la basse, voir si ça s'harmonise bien, je trouve les bons niveaux ensemble, et une fois que c'est fait, à ce moment-là, je rajoute la batterie, et je vois ce que ça donne, et si la batterie, quand elle arrive, ça pète pas, c'est qu'il y a un problème avec la batterie, donc je retravaille dessus. Et puis à un moment donné, on trouve un équilibre, on se dit juste, tiens, à chaque fois que je mute quelque chose, ça manque vraiment bien, et quand on le remet, ça revient, ça reprend du boost, donc ça c'est bien fait. Et après seulement, je m'occupe des voix. À la toute fin, quoi. Ouais, et la voix, par contre, là, je passe quand même pas mal de temps. Et les voix, ça tu fais aussi, tu les traites à part et puis tu les mets dedans ou tu fais... Non, je traite à part aussi. Ok, donc oui, tu as vraiment 4 blocs comme ça. Oui. Ah, c'est ok. Et c'est assez pratique parce que quand tu as fini la voix, que tu es content, que tu as traité les respirations, que tu as fait les compresseurs, tu as fait les petits effets, tu te dis tiens, la reverb est un peu forte, je vais la diminuer. Et puis je n'ouvre que le bloc d'instruments sans les basses, sans les drums. Et à ce moment-là, je me rends compte, je fais ah zut, la reverb en fait n'est pas assez présente, un petit delay à ce passage-là, ça serait bien. Et après seulement, je rouvre la basse et la grosse caisse, et là vraiment le morceau, s'il prend de l'ampleur, c'est que le mix est vraiment dans la bonne direction. Si c'est encore un peu mou, je continue à retravailler dessus. Voilà, j'aime vraiment bien travailler comme ça. Mais c'est original. Enfin, c'est classique et pas classique en même temps. L'ordre est classique, mais le fait de travailler par bloc comme ça. C'est intéressant, c'est original. Je trouve ça assez pratique en fait. Ok, il faut que j'essaye ça, je vois un jour je dois être toi, je te rappelle, donc faut que j'essaye absolument. Et c'est marrant parce que j'ai eu des clients suisses qui étaient tous les deux ingénieurs du son, et moi je mixais leur groupe. Et j'ai fait cette technique-là, c'est-à-dire qu'ils sont venus pendant une journée avec moi de Suisse pour un morceau, et donc je leur ai montré que je faisais ça, et donc j'ai fait que les voix, et puis j'ai ouvert le bloc d'instru, j'ai fait le truc, et puis j'ai ouvert le kick et la basse, et tous les deux ils ont fait oh waouh, ça fait trop du bien quand ça s'ouvre, oh t'as raison, on va tous travailler comme ça maintenant. Ah voilà, ok, mais ce sera la technique dite de Lio, en fait. On va breveter le truc. En même temps je sais pas s'ils le font, mais je trouvais ça mignon quoi. C'est cool en tout cas, c'est super intéressant.
Oui, parce que voilà, c'est ça qui est intéressant d'avoir des gens externes, c'est aussi, nous on préconise souvent le mixage plus en contexte, oui. Parce que souvent tu fais des trucs et il faut voir comment ça travaille avec le reste. Ce qui se passe aussi, c'est que toi tu as tellement d'expérience et que tu as une vague idée de ce que ça va donner, une fois que ce sera remis en contexte aussi. Oui, et puis il y a la mise à plat qui est souvent là. Moi je demande la mise à plat du producteur, et donc je retourne souvent la comparer. Donc quand je suis occupé sur les voix et que je les travaille, je retourne sur la mise à plat, mais là j'ai pas la cappella séparée, j'ai tout ensemble, donc j'entends ce que donnent les voix ensemble avec l'instru. Et puis je continue à travailler sur mes voix. Donc j'ai un repère quand même. Mais non, mais voilà, mais c'est ça que c'est intéressant. Nous c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'on donne des idées, mais il n'y a pas de règle absolue. Quoi. Non, bien sûr. Et chacun doit trouver un peu son truc. Quoi. Et donc toi, ton but, c'est d'arriver, ce qui est important, c'est qu'à un moment, par rapport à ton style musical, enfin par rapport à tout ce que tu fais, c'est qu'à un moment, donc, du coup, on sente le truc, ça pète. Et tu fais donc toujours super, de ce que tu viens de dire, tu fais toujours super gaffe à ce que le producteur a voulu. Donc t'essayes pas de mettre, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a quand même, les gens vont vers toi parce qu'il y a ton son d'office forcément, mais t'essayes pas spécialement de mettre une empreinte. Faut que ça le fasse et que tu t'essaies de respecter ce que tu tiens vraiment à la place d'un mixeur qui essaie essaie de rendre le truc le plus beau possible. C'est ça. Et tu te dis pas, ouais, mais moi je trouve que ça devait... Jamais tu vas proposer de changer quelque chose dans la structure ou... S'il est d'accord, s'il me dit de base, il dit tiens, le morceau est un peu long, si tu peux trouver un truc pour le raccourcir, à ce moment-là je le ferai. Mais je vais jamais prendre l'initiative, moi, de vraiment couper dedans. Tu vas pas dire, votre truc ça marcherait mieux en radio si vous viriez ça. Je le dis quand j'envoie la V1, j'ai fait, c'est pas mal, mais je pense que si on retire ce passage-là, si vous voulez, je le fais la fois d'après. Et à ce moment-là, il me dit oui ou non. Mais prendre l'initiative, je ne suis pas le producteur, je suis là pour aider à ce que tout sonne mieux. C'est ça. En fait. Moi j'aime beaucoup parce que quelque part tu es prestataire de service. Exactement. Mais en même temps tu essaies quand même de proposer le maximum. Sans t'imposer, parce que c'est ton taf, c'est pas non plus... S'il y a un passage où je me dis, tiens, une voix disto donnerait bien juste les petites réponses, par exemple, en voix disto, ce serait mieux que comme eux ont fait, mais à ce moment-là, je vais le faire. Oui. Et soit ils me disent, ouais, c'est cool, ou soit, non, c'est pas du tout ce qu'on voulait, remets comme c'était, mais c'est pas un souci, moi je veux pas être vexé parce que c'est comme ça. Voilà. Il faut jamais oublier que quand on mixe un morceau, nous, une fois que le mix est fini. L'artiste, il doit le défendre sur scène. Donc si l'artiste, il a un truc qu'il kiffe pas, bien sûr. Dans 10 ans, il va écouter, il va faire... Ah, j'aurais su le mec du studio, je lui aurais dit d'enlever la voix radio, quoi. Tu vois, bien sûr. Je trouve ça important, et donc moi quand j'envoie les mises à plat, je dis pas, tiens regarde, maintenant ton mix il est bien, j'ai fait voilà ce que je propose, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on change quelque chose, n'hésitez pas, je suis là, je suis dispo. Et ça je trouve c'est super intéressant, parce que venant de quelqu'un qui a une vraie carrière, qui est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, souvent ils ont l'impression qu'ils doivent ils doivent diriger, ils doivent et en fait, il faut se mettre au service, on est des prestataires de services et on aide des artistes. On n'est pas là pour gérer notre musique, on fait quand même. Et l'exemple que tu as donné, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que le mec après il va devoir revivre. Toi tu as fini, lui il va devoir faire toute sa carrière peut-être avec. Ok, c'est super cool. Voilà. Et puis ce que je dis aussi aux jeunes qui débutent, c'est que des fois, ne rien faire, c'est aussi faire du mix. Je veux dire, une piste, c'est pas parce que la piste est là qu'on est obligé de rajouter quelque chose. Bien sûr. Voilà, des fois les grosses caisses elles sont bien. Je me dis tiens, je gommerais bien du bas, puis je fais elle est bien. Ouais, mais si je gomme du bas, j'ai fait quelque chose. Non, elle est bien. On fait rien, c'est bien. C'est vrai. Rien faire, parfois c'est faire, quoi. Oui. Bon, faut pas le faire sur toutes les pistes parce que là, ça sert à rien. Après, mais non, mais c'est vrai. Et puis parfois, c'est ça aussi, c'est des trucs de débutants. Effectivement, t'as l'impression. Et après, pour finir, ça sonne. Tu dis il faut quand même que je fasse mon taf. Et pour finir, tu fais moins bien que bien. Oui, c'est ça. Parce que, voilà quoi. Comment tu vois un petit peu du coup maintenant l'évolution? Donc du coup, tu as quand même une carrière maintenant qui commence un peu à chiffrer légèrement au compteur, je veux dire. Tu restes dans la jeune génération, mais voilà quoi. Quand même, il y a de l'expérience derrière. J'ai commencé à être... Et du coup, tu as un peu vécu cette transition de... En fait, tu es en plein dans la génération, la transition où avant, c'était les studios, il n'y avait que les studios, et puis les gens ont commencé à faire chez eux, et là, ça a énormément évolué. Toi, tu vois ça, tu as un point de vue, tu t'en fous, tu trouves ça cool, pas cool, ça a changé quelque chose pour toi dans ton travail au quotidien, le fait que les gens fassent de plus en plus chez eux? Moi, personnellement, je trouve ça bien que les gens fassent les choses chez eux. Le seul problème quand on fait chez soi, c'est la qualité. C'est vraiment la qualité finale, le rendu final qui est plus problématique. Par exemple, une prise de voix qui est faite dans une chambre avec un SM58 ou un micro USB de chez certaines marques, donc on ne citera pas. Voilà, on n'a pas ce mordant, on n'a pas cet aigu, ces belles choses, ce corps qui fait que ça donnera vraiment bien dans le mix. Mais par contre, le chanteur, il est chez lui, il n'a pas de pression, il n'y a pas un gars qui le regarde derrière deux vitres
en train de faire « on la recommence, c'était pas bien », tu vois, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc quand il a fini, il est vraiment content. C'est ça. Et donc moi je trouve ça bien parce qu'à ce moment-là, moi mon boulot au studio, c'est d'améliorer cette prise de voix-là et de pas commencer à lui dire si on va la refaire, parce qu'il a un vrai feeling en plus, comme il est tout seul, il est bien. Et donc moi je trouve ça bien que les choses aient évolué dans ce sens-là. C'est ça, donc on peut y gagner peut-être en qualité de prestation, au détriment peut-être d'un peu de technique, mais c'est peut-être pas plus mal, quoi. Et aujourd'hui avec les plugins qu'on a, on peut rattraper tellement de choses. Beaucoup plus qu'avant, ça c'est donc, sûr. Donc voilà, moi j'hésite pas. Quand des gens me disent voilà, nous on veut faire les prises de voix au studio, je leur dis si vous avez de quoi faire chez vous, faites-les chez vous. Ah ouais, carrément. Ouais, ok. Et comme ça me donne du temps pour faire des mix. Qui est plus ta spécialité, on va dire. Exactement. Ok, super. J'ai remarqué que, je pense que c'est systématique dans ton travail, je me trompe peut-être, mais tout ce qui est mastering, toi tu fais jamais, tu donnes toujours tout à Peter de chez Ecus, ou quand c'est possible. Enfin, je sais pas comment ça se passe, si toi, avant même que les gens te contactent, tu dis, oui, mais moi, ça c'est avec lui, ou tu proposes, et toi, tu fais jamais de mastering. Tu sais nous expliquer un peu la raison et quel est l'avantage un peu de cette team pour finir, parce que quelque part, c'est une espèce de collaboration. On fait quasi équipe. Moi, je propose pas systématiquement Peter. La plupart des gens, en fait, quand ils viennent chez moi, ils me disent, voilà, écoute, on voudrait que tu fasses le mix. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu travailles habituellement? Et là, je leur dis, voilà, moi j'aime bien Peter de Wachter chez Ecus. On travaille souvent ensemble, on se connaît bien, donc on est assez complémentaires. Je fais maintenant, il n'y a aucune obligation, vraiment, enfin, faites ce que vous voulez. Ils disent non, si on prend toi, on prend la team, voilà, donc ça part chez lui. Moi, je fais pas de mastering parce que je trouve que c'est bien d'avoir une oreille externe qui revient sur le mix, parce que le mix, au bout d'un moment, on en a soupé, on est à la V5, V6, parfois V18 pour certains qui sont un peu très exigeants. Ça arrive. Ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent, donc forcément on intervient sur plein de choses. Et donc au bout d'un moment on n'a plus le recul, donc si j'ai fait une mauvaise chose dans le bas par exemple, ou dans les aigus, ou dans les médiums, et qu'après je vais masteriser, je vais amplifier ce problème. Alors que si je le donne à quelqu'un d'autre, lui il va reconnaître le problème. Tout de suite il va faire « Ah tiens, ils étaient fatigués, ils ont mis trop d'aigus parce qu'ils en avaient marre. Et il va pouvoir les diminuer. Donc moi je préfère vraiment que ce soit un externe qui le fasse. Ok. Et puis quelqu'un pour finir qui connaît bien ton travail, puisque vous travaillez souvent ensemble. Oui. Donc, ça aide énormément. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas mon travail, il aura encore plus de recul parce que... Peut-être, voilà. Ok. Par contre, je fais pas de mastering, mais je fais toujours 2 versions quand j'envoie au client. Je fais une version que j'appelle Boost et une version No Boost. Bien sûr. Parce que la Boost, en fait, lui, ça lui permet de se rendre compte de ce que donnerait un mastering. Donc vraiment un gros niveau, parce que parfois ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent avec d'autres chansons, avec des CD, avec des Spotify, et le premier tour qu'on a, c'est « ça va pas aussi fort que ce que j'ai écouté ». Donc, je le fais systématiquement. D'accord. Par contre, quand ils me disent « oui, c'est ça qui va un peu fort », je fais « t'as écouté quelle version ?» La Boost, écoute la No Boost, c'est celle-là qui part au mastering. Et là, à ce moment-là, ils nous disent « ah ouais, effectivement, c'est bien ça va ». Ouais, c'est une technique classique. Mais je pense que maintenant, les gens sont... Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, les gens sont de moins en moins sur le niveau. Parce que moi, je fais la même chose. Mais c'est moins qu'avant, le côté ça va pas assez fort. Il y a quand même des gros artistes qui sont assez exigeants. Qui sont encore, même qu'ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, mais ils veulent la version Boost. Ah ouais, ok. Ça leur donne une meilleure. D'accord. Bon, c'est super intéressant parce que moi, des artistes avec lesquels j'ai travaillé qui sont plus vieille génération, eux, ça les surprend même d'avoir déjà autant de niveaux. Eux sont habitués. Donc c'est marrant que même des pros, je dirais même des gens qui sont déjà installés sur la place, sont quand même... donc voilà, c'est l'évolution des choses. Il y a même des pros qui m'ont déjà demandé d'envoyer la version Boost au mastering. Ah ouais, voilà. On dira pas non, mais... Ok, bon, on s'est pas compris. Voilà, c'est ça. Non, mais celle-là sonne mieux, on voit celle-là. Exactement. Elle sonne pas mieux, elle va juste plus fort. Ouais, j'ai encore eu ça la semaine passée. Ok, écoute, de temps en temps, si tu veux, quand il y a des trucs pour pas que tu doives expliquer aux artistes, tu viendras faire des vidéos pour nous, tu vois. Tu dis, va voir ma vidéo chez AGS et tu leur expliqueras comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer et c'est réglé. On va faire ça. Alors là, je vais essayer de piquer un truc ou l'autre, tu vois, puisque comme je veux être toi, tu vois, je reviens sur le sujet. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc de mixage que tu fais systématiquement, qui est un truc ou que tu as piqué à quelqu'un d'autre, ou que tu as échangé, ou que toi, tu as un truc à développer, que c'est vraiment un petit truc, tu vois, un petit truc à toi, tu vois, un petit truc de mix que toi, tu kiffes particulièrement, que tu fais systématiquement. Ça, ou ce que récemment, tu as vu quelqu'un qui a fait un truc, ou tu as découvert un truc récemment, tu fais « ah, ça c'est cool ». Un petit truc plus pointu, un peu. Ce que je fais, peut-être pas. Ce que je fais systématiquement, moi, c'est de mettre un delay court sur la voix lead. Ok. Et je coupe les aigus, je coupe les bas, et genre, il n'y a que 5% du delay qui est audible. Et je le mets genre un 8e ou un 16e selon le tempo du morceau. Et en fait, c'est bizarre parce que ça ne change rien. Ça ne change rien,
Sauf que quand tu mets le plugin en bypass, tu fais juste « Oh, il manque un truc ». C'était mieux avant. Et ça crée quoi, une espèce de... Ça crée, en fait, tu as la voix qui est là, et comme le delay est en stéréo, et bien ça écarte un peu la voix. Ça fait juste du bien. D'accord. Et tu l'entends pas de manière évidente, c'est juste que quand tu le retires, tu dis juste « Merde, c'était mieux avant ». Voilà, je fais ça sur absolument tout. Ça, c'est ton truc pour avoir... Du rock, de la pop, du hip-hop, du reggae, je fais ça partout. Ok, cool. Top. Voilà, petit truc. Bon, donc ça, je dois essayer ça. Donc je dois d'abord faire les batteries, puis faire les basses à part, machin, le dire, ok, je note Parfait. C'est bien que ce soit filmé. Et alors, je mets beaucoup de delay sur la batterie aussi, systématiquement. Non, je déconne. Je sens le piège là, mais je me suis dit, j'ai eu un moment de jusque quand il va rester sérieux. Tu vois, c'est ça. Et je décale toutes les pistes. Je prends les pistes et j'ai un système de décalage random. C'est ça. Et ça change tout. Ok, super. On pouvait pas t'inviter évidemment sans parler un petit peu de ta relation. À mon avis, ça doit être quand même le projet qui t'a le plus propulsé. C'est forcément le travail avec Stromae qui a dû un peu changer. Il y a dû avoir, à mon avis, un avant et un après. Exactement. Oui. Donc forcément, on va un peu. Si c'est cool, on va un peu en discuter. Mais tout simplement, mais déjà voilà. Donc, tu nous as un peu parlé de ton passé, donc on sait, tu es à fond dedans, tu as un passé de musicien, tu te mets un peu tu fais ta propre musique, tu te retrouves à bosser dans des studios, donc tu taffes, et comment, du coup, simplement cette relation s'est créée, comment ça a commencé, en fait, votre collaboration, qui date maintenant depuis pas mal de temps, et pas mal de projets, oui, ça va faire 12 ou 13 ans maintenant, je pense. En fait, c'est très simple, à l'époque, je faisais pas mal de sport. Et je me suis inscrit dans une nouvelle salle à Bruxelles, et je suis tombé sur la gérante de la salle, à qui je devais donner ma carte d'identité parce que pour pouvoir avoir l'accès au vestiaire. Et donc je lui donne ma carte et je pense qu'elle m'a trouvé mignon. Et elle a commencé à parler avec moi. Elle a fait parce qu'à l'époque il y avait l'adresse sur les cartes d'identité. Donc elle fait mais tiens, t'habites à Laken, c'est marrant. Moi aussi on habitait là avant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc on commence à discuter. Je lui dis je suis ingé son, j'ai un studio à Laken. Elle fait t'as un studio, c'est génial. Mais moi j'ai un frère qui fait de la musique. Peut-être que ça pourrait l'intéresser. Et donc je lui dis, écoute, oui, on sait jamais. Donc je lui ai donné ma carte. Et effectivement, un mois après, un coup de téléphone, il fait, voilà, bonjour, je m'appelle Paul. Voilà, j'aimerais qu'on se voit au studio, discuter. Est-ce qu'il y a moyen de travailler ensemble? Ça pourrait être intéressant. Je fais, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Mercredi, 15h, rendez-vous au studio. Il fait, ok, ça va. Le mercredi arrive, le gars m'appelle à 15h. Il me fait, bonjour, je suis devant le studio. Et moi, j'avais complètement oublié. Ah bravo. Complètement. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que... Et je lui dis, et là, je lui mens, parce que je suis à 30 minutes de là. Je fais, en fait, je suis sur la route dans les bouchons, mais attends-moi, j'arrive, quoi. Il fait, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le gars était super sympa, il m'a attendu. Je suis arrivé, on a discuté, le feeling est vraiment bien passé. Il m'a dit, ok, écoute, je voudrais que tu mixes mon titre, il n'y a pas de souci, on fait ça. Et donc, j'ai mixé son titre, il était vraiment ravi. Après, il est revenu avec un 4 titres, son fameux EP, là, où on a enregistré toutes les voix ensemble. Là, j'ai refait le mix aussi. Et alors, surtout, ce qu'il avait kiffé, c'est que moi, je donnais un prix, et le prix restait. Qu'on passe plus de temps ou pas, le prix, voilà, j'augmentais pas. Un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, j'ai besoin des acapellas et des instrus, est-ce que tu peux les mettre sur CD? Parce que tout se mettait sur CD à l'époque. Tu vois, il n'y a pas de souci, donc je lui fais ça, je prends ma voiture, et je vais lui déposer, je crois qu'il sortait du Quick à l'époque, où il bossait justement. Il en a déjà parlé dans sa interview, et donc je lui tends ses CD, je fais, tiens, voilà, c'est ce qu'il a. Il fait, ok, je te dois combien? Je fais, rien, t'as déjà payé avant, on s'en fout, voilà, je t'ai fait ça. Il fait, c'est rare quand même les gars comme ça, parce qu'à l'habitude il faut payer et tout. Non, écoute, je t'ai fait 3 CD, vas-y, c'est tranquille quoi. Et voilà, et donc voilà, c'est comme ça que le côté sympa et amitié est né. Et systématiquement, dès qu'il avait un projet, c'est chez moi qu'il venait avec. Donc que ça soit des compositions pour des animateurs radio, pour des compositions pour d'autres artistes, il venait chez moi aussi. Après, il a fait un stage, il a dû faire un stage en studio parce qu'il a fait des études de cinéma. Donc forcément, il m'a appelé. Et il est venu chez moi au studio, et on s'est bien marré, on a fait plein de choses ensemble, on a fait des pubs, et puis par après, il est revenu encore une deuxième fois pour faire Alors on danse, et puis de là, c'est parti. Et donc ça, c'était déjà ton studio que tu avais maintenant, c'était déjà le studio R que tu avais déjà racheté, que tu nous as expliqué? Non, je l'avais pas encore racheté à cette époque-là. Donc je me suis fait virer après Alors on danse. D'accord, voilà, ok. Et donc on a fait tout l'album dans un autre studio que lui a trouvé en plein centre de Bruxelles. D'ailleurs, j'ai rencontré d'autres producteurs qui s'appellent les Bionics, qui sont assez connus. Ils ont fait des albums complets pour Matt Pokora, par exemple. Des très gros artistes, par exemple Andalouse de Kenji Girac, c'est eux qui l'ont composé, qui ont fait les paroles, tout ça. Et eux sont devenus des potes aussi. On s'est rencontrés à ce studio et j'ai bossé énormément pour eux.
Eux m'ont appris énormément de choses parce qu'on a collaboré ensemble sur des projets. Donc ils venaient au studio. Moi je mixais de manière classique, j'avais un compresseur, un équaliseur et on se débrouillait avec ça. Ils me disaient, mais non, si tu veux mettre deux équaliseurs, tu mets deux équaliseurs. Si après tu mets un delay, qu'après tu remets encore un EQ, c'est pas grave. Enfin, voilà, ils m'ont vraiment sorti du carcan un peu classique. Donc ça a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, et donc on a fait tout l'album, le premier album dans ce studio-là, qui à l'époque s'appelait le 1045, je sais pas s'il existe encore. Et justement, et après on a commencé à vouloir partir en tournée. Et c'est au moment de partir en tournée que j'ai racheté le studio. Parce que voilà, lui avait eu beaucoup de succès, donc moi ça m'a mis en avant. C'est pour ça que la banque a accepté de me faire l'emprunt. Donc j'ai racheté le studio et puis on est parti en tournée. Et si d'une conversation dans le passé, si je dis pas de bêtises, jusqu'à ce moment-là, tu n'avais jamais fait vraiment beaucoup de live en fait. Non, du live, j'en ai fait. C'est lui qui t'a amené au live 4, en fait. Oui, j'ai fait 3 ou 4 genre pour des soirées karaoké chez des gens. Genre avec 2 retours et je m'en sortais pas quoi. Et lui tout naturellement il s'est dit t'as fait mon son en studio, pourquoi tu le ferais pas Exactement, il a dit écoute, en live j'ai besoin de quelqu'un de confiance, j'ai confiance en toi et puis t'es la seule personne qui connaît l'album aussi bien que moi, donc j'aimerais que tu sois là. Et donc on a commencé les répétitions comme ça et j'ai fait moi j'y connais pas grand chose. Et je suis parti en live, ma bite mon couteau comme on dit. C'est ça, ouais. Et j'y suis allé à l'audace, mais en même temps avec beaucoup de calme, c'est-à-dire que j'hésitais pas à dire aux gars que je connaissais rien. Les gars de l'accueil, j'arrivais et je fais voilà, j'ai des compresseurs, j'ai des delays, il faut les insérer dans la console analogique. Je sais pas comment on fait. Ah ouais. Voilà. Le gars il rigolait, il fait ah ouais, bon, ça le mérite d'être franc. Et donc il me connectait tout, il m'expliquait, et petit à petit j'ai pris de l'expérience comme ça. Et à un moment donné, il a fallu se lancer pour du vrai, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des festivals justement avec des 30-40 000 personnes. Il a fallu assurer le truc et là je me suis senti bien en fait. Allez. Et donc j'ai appris la technique avec les personnes, j'ai continué à me renseigner. Et donc aujourd'hui, je câble ma console tout seul. En live, on a une H3000. Donc c'est du son analogique. On a un multi en digital. Donc on a un convertisseur directement en dessous de la console, ce qui est quand même super pratique parce qu'on ne tire plus que 2 câbles depuis la scène, plutôt qu'un gros multi qui risque de buzzer, tout ça. Et donc je fais mes prépas moi-même, c'est-à-dire qu'on met les compresseurs en place, je fais les connexions, je fais les inserts, je m'occupe, J'ai vraiment appris sur le terrain et ça a fait beaucoup de bien, quoi. C'est ça. Mais de base, je n'y connaissais rien. Donc en fait, c'est vraiment en fait, de gros, c'est une belle histoire quelque part parce que c'était le hasard de la rencontre. C'était aussi pour toi, c'était le bon moment parce que tu étais prêt, donc il y a aussi ça, et parce que tu as la bonne philosophie, la bonne approche, en fait. Tu t'es dès le départ, tu t'es mis au service de son projet. Oui, c'est vraiment ça. C'est magnifique. C'est un exemple. Mais en fait, moi, chaque fois que je rencontre des gens qui ont une carrière et qui font de belles choses, je dirais, dans la musique, c'est toujours un peu ces constantes-là. Je pense pas que ce soit un métier où, vas-y, je m'impose et je suis tu vois, c'est moi qui sais. Ça marche avec certaines personnes, mais ça ne dure qu'un moment, de toute façon. C'est pas... J'ai eu un groupe de Liège qui était venu au studio et j'avais fait des mix pour eux aussi. Et donc j'étais venu pour les modifier. Et donc on discute et on commence à modifier les mix. Et ils me disent, ouais, ça on n'aime pas trop, on voudrait que tu changes ça, est-ce que tu peux adapter ça? Je fais, ouais, y a pas de souci. Et à un moment donné, ils s'arrêtent, ils se regardent tous les deux. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Il me fait, non, c'est juste cool d'avoir affaire à un humain. Je fais, comment ça? Il fait, notre album précédent, c'est un gros ingé son qu'il a mixé. Et en fait, il dit, il était imbuvable. Et dès qu'on lui demandait une modification, il fait, non, moi je connais mon métier, on fait pas ce genre de choses. Je fais, et c'est ce que j'aurais répondu, comme j'ai répondu tout à l'heure. C'est leur projet, c'est le projet des artistes. Si l'artiste, il aime pas, on change. Tout à fait d'accord. Et du coup, maintenant, ça se passe comment parce que, je sais pas, Stromae, c'est sûrement l'artiste avec lequel tu travailles depuis le plus longtemps, peut-être, plus régulièrement. Du coup, est-ce que la façon dont vous avez travaillé ensemble, le processus a évolué, ou c'est plus ou moins le même? Le dernier album, par exemple, ça se passe comment? Lui fait une partie de son côté. Toi, t'arrives à quel moment tu rentres dans le jeu, en fait, par rapport au processus? Ça dépend des albums. Le premier, là, on a fait tous les enregistrements voix ensemble. Après, on a fait les mix ensemble. Le deuxième, il a beaucoup enregistré chez lui, à l'époque, dans sa chambre. Après, il venait avec les voix et la session Reason au studio. Moi, j'avais Reason aussi, donc j'exportais ce que j'avais besoin. Par exemple, s'il y avait une reverb que j'aimais bien, je prenais le fichier avec la reverb, ou alors le fichier tout seul et la reverb toute seule. Et je mettais dans le Pro Tools. Après, il a refait beaucoup de prises de voix au studio. Donc là, c'est moi qui les ai faites avec lui. Et sur cet album-là, on a énormément travaillé sur la production, c'est-à-dire qu'on était vraiment à deux, à se dire, tiens, la grosse caisse, on va peut-être la changer, elle est pas terrible celle-là, ou alors on va la renforcer. Tiens, on couperait pas ce petit passage-là, c'est un peu long. On a vraiment fait ça à deux. J'ai eu l'occasion de pouvoir apporter
pas mal de choses aussi, pas mal d'idées que lui qui fait, donc ça c'était vraiment cool. Et ça a donné, Racine Carrée qui est vraiment, moi j'adore ça, vraiment, il est vraiment tu es fier. Oui, et celui-là quand je le réécoute, je me dis, waouh, c'était quand même génial. Et ici le troisième, il a travaillé beaucoup plus seul de son côté, il a fait vraiment toutes les prises, parce que maintenant il a un très bon micro, il a un très bon préampli, donc il n'a pas besoin de venir en studio pour ça. C'est ça. Il a ça chez lui, il a une très bonne acoustique, et puis surtout il a pu prendre le temps de poser ça comme lui voulait, sans avoir le stress de zut, je dérange l'ingé son, il va falloir se dépêcher. Et donc on est arrivé à la fin du processus, et à ce moment-là, moi j'ai pris le relais pour les mixages. C'est ça. Donc on a fait ça, je suis arrivé au bout des mix, et une fois que je suis arrivé au bout des mix, à ce moment-là, il m'a dit on va rajouter un orchestre philharmonique sur 5 ou 6 chansons, voire 7. D'accord. Ce qu'on a fait, donc moi j'ai fait des stems de tout ce que j'avais, on est allé au studio Dada pour enregistrer ça, et puis je suis reparti au studio, j'ai refait les mix en incorporant ça. Et après, on s'est pris 15 jours où il est venu tous les jours avec son frère. Et tous les jours, on écoutait les chansons en boucle et on fait « Ok, ça c'est trop long, ça il faut rajouter. Ce passage de musique classique, il est pas bon, on va couper les trompettes. Ce passage de violon est sympa, mais ce qui suit est pas bien, on va le copier ici. » Donc on a vraiment fait de l'édit pendant 15 jours, on a fait un gros taf. Et je vais réagir sur plusieurs trucs. Donc les enregistrements au Dada, c'est toi qui as géré la session d'enregistrement, mais non. Parce que là, c'est quand même un travail un peu différent. Je suis arrivé avec les stems et il y avait un ingé son spécialisé dans la musique classique. C'est ça, parce que c'est encore un autre délire. Oui, c'est un autre level. Il faut connaître un peu le studio aussi. Exactement. Ok, et donc du coup, quand tu as repris tout ça, mais vous aviez, donc si j'ai bien suivi, tout était déjà fini mixé d'une certaine façon. Tout aurait pu sortir comme c'était là. Voilà. Mais donc du coup, tu as dû repenser tes mix. T'as presque dû repartir de zéro ou... Non, je suis reparti de ce que j'avais. Je les ai intégrés, j'ai modifié quelques EQ, on a diminué quelques volumes, on a fait certains choix par moment. Mais vous avez dû retirer des choses, du coup vous avez dû faire de la place, j'imagine. Exactement. Ok. Et c'est ça. Et donc à la base, quand lui il vient, du coup, enfin tu disais, lui maintenant il a un studio où il peut faire ses prises et tout ça. J'imagine aussi que c'est quelqu'un qui est très créatif et qui peut s'auto-diriger d'une certaine façon. Il n'a pas forcément... Donc du coup, il y a vraiment ce mélange et toi, tu arrives à trouver la place de... Lui, il a ses idées, voilà, et là, il a besoin d'un coup de main. Et c'est juste, à force de vous connaître, je suppose que ça doit avoir une espèce d'alchimie. Oui, c'est ça. Donc ça doit être super cool. Au final, on fait équipe, on est complémentaires. C'est ça, voilà. Et ça doit être super cool de pouvoir travailler avec quelqu'un qui peut justement... Et qui peut être aussi créatif, et toi, de pouvoir juste... trouver cette position, d'avoir ce mélange. Et puis qui sait ce qu'il veut aussi, parce que ça c'est quand même assez pratique. C'est-à-dire que des fois je fais des choses dans le mix, et il me rappelle, il me fait non. Ça c'est une mauvaise idée. Ok, bon, j'aurais essayé. Mais tu peux proposer, des fois ça passe, et voilà. Et tu n'arrives pas à des trucs comme tu expliquais tantôt, où tu arrives à la version 18, parce que la personne ne sait pas ce qu'elle veut, et qu'au bout d'un moment, il faut dire bon. C'est ça. Par contre, je pars toujours du principe que si on a une idée, il vaut mieux la réaliser, et de se dire non, c'était une mauvaise idée, plutôt que se dire je pense que ça va pas être terrible, on va pas le faire. Ouais. Parce que des fois, on a vraiment des bonnes surprises. Oui, voilà. Et puis des fois, il faut avoir un peu confiance aussi en soi, d'office. Ok, cool. Là, on arrive tout doucement à la fin. Donc, en petite sortie, deux petites questions que j'aime bien. La première, maintenant, tu as des étudiants qui, eux, vont sortir de l'école. Donc, en théorie, en sortant de l'école, ils devraient plus ou moins être apte à commencer le long parcours. C'est pas l'école en général, enfin moi je pense pas que c'est la fin, c'est plutôt le début. Oui, c'est le début, oui. Et donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, que ce soit à eux ou à n'importe quel débutant, si tu avais un conseil qui veut devenir mixeur, puisqu'on va dire que c'est un peu ta spécialité, quel serait le conseil ultime que tu leur donnerais, que ce soit technique, philosophie, éthique de vie, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient arriver un jour à avoir une vraie carrière comme la tienne? Déjà, ne rien faire gratuitement. D'accord. Ça, tout travail mérite salaire. Ouais. Et le problème, c'est que les ingé-sons qui vont commencer à travailler gratuitement, dès que le client va les rappeler, il va espérer que ce sera gratuit. Évidemment. Donc dès qu'on va parler de prix, ça va être un problème. Donc il va perdre son client. Donc voilà. Et après, ça va parler sur son dos, genre il est trop cher, il veut des sous. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors l'autre chose aussi à faire, arrêtez d'écouter tous les tutos sur Internet. Il y a tellement de bêtises là-dedans. Okay. Il y a des choses qui sont très intelligentes et il y a des choses qui sont très mauvaises. D'accord. Et le problème, c'est qu'avec le manque d'expérience, on ne sait pas lesquelles sont très intelligentes et lesquelles sont très mauvaises. Ok, d'accord. Et j'ai déjà eu des clients qui, sur le master du mix final, me disaient, voilà, moi je veux que tu mettes le comp guitare de chez Wave. Donc le compresseur guitare. Quelqu'un avait fait Parce ça que dans un tuto, on lui a dit que c'était vraiment bien. Et j'ai fait, tu sais, il y a un compresseur master qui fonctionne très bien quand même. Ouais. Non, je veux le guitare.
Et je lui ai mis son guitare. Et il était content avec ça, mais voilà. Bah oui, c'est lui l'artiste, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, genre, mais je trouvais ça comme réaction un peu stupide, en fait, de je veux celui-là et pas autre chose, parce qu'il l'a vu dans un tuto. C'est ça. Je veux dire, je ne lui aurais pas dit, j'aurais mis autre chose, il ne l'aurait pas su. Évidemment. C'est ça. Donc je ne le traite pas de débile parce qu'il n'a aucune oreille, c'est juste que c'est ce côté un peu tuto borné, genre s'ils font ça dans les tutos, c'est que c'est bon. C'est ça, ok. Voilà. Donc il faut faire attention aux chaînes YouTube... Technique. Ok, ça c'est un super conseil. Et maintenant, imaginons que tu puisses reprendre une machine à remonter le temps. Donc du coup, tu retournes en 95-95 quelque part par là, juste quand tu débutes. Maintenant que tu sais tout ce que tu as fait jusqu'ici, quel serait le conseil que tu te donnerais à toi à l'époque, le truc que tu sais, ça t'as bien fait de le faire, quel conseil tu te donnerais pour arriver à faire ce que tu as fait, ou que tu te dirais, tu n'aurais pas dû faire ça? Bah, c'est difficile parce que tous les choix que j'ai faits quand même étaient très osés. Ouais. Parce que quand j'ai racheté le matos du studio, c'est mon père qui a fait l'emprunt, moi j'étais au chômage. Ouais. Quand j'ai racheté le studio, j'étais de nouveau au chômage, donc c'était quand même m'endetter tous les mois de plusieurs milliers d'euros. Ouais, bien sûr. Sachant qu'à la base, je touchais genre 900 € par mois. Donc il fallait me lancer comme indépendant en plus, enfin, c'était chaud. Donc j'ai fait des choix osés. Un conseil, je me dirais, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. N'aie pas peur. Ouais. Crois en toi et vas-y, ça va aller. Exactement. Ok. Mais sur le moment, on le sait pas. C'est ça qu'on appelle une prise de risque, effectivement. Exactement. Ouais. Ok, je voulais te remercier énormément. Je suis vraiment très honoré et vraiment content d'avoir pu te recevoir ici dans l'Académie du Gros Son. L'honneur est pour moi. Merci. Et surtout, voilà, parce que tu es quelqu'un qui a une carrière et voilà, qui sait de quoi il parle. Et en plus, tu nous as vraiment tout livré. Tu nous as donné beaucoup de trucs et beaucoup de ta philosophie. Et c'était vraiment super. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Je reviens quand vous voulez. Quand tu veux. Ciao. Bon, maintenant je vais continuer quand même.